Bonjour à tous. Il y a une idée qui revient très régulièrement dans le milieu de la santé mentale et de la psychologie, au point d'en faire généralement une règle de base de tous les groupes de parole. C'est la règle, quelque part l'injonction au non-jugement. C'est l'idée qu'il ne faut pas juger, que juger c'est mal, juger c'est violent. Et cette règle, elle a du sens. Elle contribue, en principe, à faire émerger un climat de sécurité au sein du groupe, où chacun est alors libre de pouvoir s'exprimer, se montrer et être lui-même, sans craindre d'être rejeté ou condamné pour ça, sans devoir se taire pour participer à des échanges en groupe. Quelque part, la règle de non-jugement, c'est la garantie que chacun pourra être accueilli et accepté comme il est, et c'est aussi l'occasion parfois d'apprendre à s'accepter soi-même. Ça part d'une bonne intention, et a priori, ça fait plutôt bien le taf. D'ailleurs, c'est une règle que moi-même je réutilise régulièrement quand j'anime des groupes. Le truc, c'est que cette règle, fondamentalement, neurologiquement, c'est un peu un mensonge. Elle est impossible à respecter en réalité. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelle est la spécialité du cerveau humain ? On pourrait dire, comme Henri Laborie, qu'un système nerveux, ça sert à agir. Et c'est pas faux. Effectivement, les animaux sont différents des plantes, en ceci que leur système nerveux leur permet de se déplacer, et ainsi de fuir des dangers, ou d'aller chercher ce qu'ils désirent dans leur environnement, comme des sources de nourriture par exemple. Mais le cerveau humain a quelque chose d'encore plus spécifique, qu'à ma connaissance n'ont pas les autres animaux. Et je ne parle pas du rire, n'en déplaise à François Rabelais. Non, je suis plutôt comme Tyrion Lannister, et je vais vous parler de la capacité du cerveau humain à raconter des histoires. En particulier, à se raconter des histoires à lui-même. Un des ouvrages qui m'a le plus marqué sur cette question des récits que se racontent les humains, c'est Sapiens, de Yuval Noah Harari, où il retrace l'évolution des récits humains de l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours. Cette tendance d'Homo sapiens à se raconter des histoires, et les problèmes que ça peut entraîner, ça fait même l'objet d'approches thérapeutiques à part entière, qu'on appelle les thérapies narratives. Je pense par exemple à un livre de Yves Alexandre Talman, qui m'avait pas mal marqué à l'époque, et dont je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Alors, à quoi ça peut bien servir de se raconter des histoires, d'après vous ? Tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse à apporter à cette question. Et ce que je vais vous dire, ici, ça engage que moi. Je suis pas en train de révéler la vérité ultime. Je partage plutôt ce que je comprends du fonctionnement humain, à l'heure où j'écris le script de cet épisode. Et pour moi, la fonction première des récits, c'est de créer des repères. Et ces repères, ils vont nous apporter un sentiment de sécurité, de contrôle, de maîtrise sur le monde, qu'on peut alors se représenter. Ça va nous permettre d'organiser le chaos de nos perceptions et de produire du sens. Le truc, c'est que la qualité de nos récits et la quantité d'informations qu'on va prendre en compte pour les élaborer, ça dépend beaucoup de nos ressources et du temps dont on dispose. Il y a un psychologue qui décrit bien cette influence des ressources investies sur la qualité des récits qu'on va produire sur le monde. C'est Daniel Kahneman. C'est celui qui a écrit Système 1 et Système 2, les deux vitesses de la pensée. Il y a déjà une très bonne vidéo d'hygiène mentale sur le sujet, donc je mettrai le lien en description et je m'attarderai pas trop là-dessus. Mais juste en gros, le système 1, c'est ce qui permet de penser rapidement. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi qu'on va se tromper beaucoup plus souvent. A l'inverse, le système 2, il est beaucoup plus lent et il coûte plus d'énergie, mais c'est aussi ce qui permettra d'être beaucoup plus rigoureux et précis, et donc de se tromper moins souvent. Et ce que je veux juste que vous reteniez là, c'est que plus le système nerveux il est stressé, plus il est animé d'un sentiment d'urgence à agir, alors moins il pourra traiter d'informations différentes, et plus les histoires qu'on va se raconter seront simples, binaires et facilitantes pour l'action immédiate. Tous les humains fonctionnent de cette façon. Et il existe un nom pour désigner cette manière qu'a le cerveau de prendre les raccourcis de la pensée pour agir en dépensant le moins possible d'énergie, et ainsi avoir la possibilité d'agir, même dans l'urgence, même en cas de fatigue intense, même quand on n'a pas les moyens de réfléchir et de mobiliser notre système 2, la pensée rationnelle. Cet outil qu'utilise le cerveau pour économiser de l'énergie, c'est ce qu'on appelle
des heuristiques. C'est ce qui permet de s'adapter aux contraintes d'un environnement source de stress dans lequel on évolue. Souvent, on va construire des heuristiques à partir de nos expériences de vie. Par exemple, si toute mon enfance j'ai été à l'école à pied et que j'entendais les chiens de toute la rue qui m'aboyaient dessus, ça a peut-être donné lieu à la création d'une heuristique dans mon esprit du type ah les chiens ça fait trop de bruit et ça sert à rien. A l'inverse, si je me suis promené toute mon enfance avec mon chien dans la forêt à côté de chez moi, j'aurais peut-être une heuristique très différente sur les chiens, de type les chiens c'est les meilleurs amis des hommes. Et comprenez bien que aucune de ces deux phrases n'est vraie en soi. Ce sont que des heuristiques, c'est des raccourcis de la pensée qui me permettent d'agir dans un monde que j'ai rendu plus simple à appréhender subjectivement. On pourrait aussi parler d'intuition, par exemple, ce qu'Antonio Damasio définit comme de la cognition rapide, c'est-à-dire un accès quasiment instantané à la conclusion d'un raisonnement qui s'est opéré dans l'inconscient cognitif. C'est pas un processus lent et rationnel, système 2, c'est un processus système 1, en fait, l'intuition. Le truc, c'est que plus les contraintes qui s'appliquent sur le psychisme sont fortes, plus la qualité de la réflexion sera dégradée, simplifiée, pour aller à ce qu'on va considérer comme l'essentiel. Et on va négliger de plus en plus de paramètres et d'informations. On va penser et agir comme si toutes ces informations n'existaient pas, simplement parce qu'on n'a pas les moyens de tout prendre en compte. Et dans le contexte des relations humaines, souvent ces éléments qu'on ne prendra pas en compte parce qu'on les juge négligeables seront en fait des aspects fondamentaux, essentiels, voire vitaux pour d'autres. Ce qui, vous vous en doutez, va entraîner tout un tas de conflits et éventuellement de la violence. Parce que, au fond, l'ensemble des jugements que produisent les systèmes nerveux des humains, que ce soit les stéréotypes, les préjugés, l'essentialisation, voire même la déshumanisation, en fait c'est que ça. Ça consiste à simplifier le réel, on fait comme si certains paramètres n'existaient pas, ce qui nous permet d'agir en dépensant moins d'énergie. Soit parce qu'on n'en a pas envie, que ça fait pas partie de notre système de valeurs, ou bien parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens d'accéder en nous à cette énergie. C'est par exemple une des raisons qui fait que dans le trouble de la personnalité borderline, qu'on peut définir comme un stress post-traumatique complexe, on retrouvera souvent dans le tableau clinique ce qu'on appelle une difficulté à accéder à l'ambivalence, à penser en nuances de gris. On retrouvera bien plutôt une tendance à avoir une pensée particulièrement clivée, manichéenne, où tout est noir et blanc, simple et basique. Parce que ce sont des personnes qui ont été soumises à des stress particulièrement intenses par le passé, ce qui les a obligés à devoir s'adapter en élaborant des récits beaucoup plus simples sur le monde pour agir avec très peu de moyens dans un environnement très contraignant. Et limiter autant que possible le flou et l'incertitude dans les relations, qui sont anxiogènes dans un monde où la plus grande source de violence et de danger, ce sont les autres êtres humains, notamment ceux qui sont supposés prendre soin de nous, avec le risque, bien sûr, que ces mécanismes de défense, paradoxalement, génèrent eux-mêmes de l'instabilité et de la violence. La conclusion de tout ça, pour moi, c'est tout simplement que le système nerveux humain, il est naturellement câblé pour produire de la violence. Et plus un système nerveux est soumis à un stress important, plus il est animé par la peur et par un sentiment d'urgence, alors plus il sera contraint de simplifier le réel, d'avoir recours à des heuristiques, à son système 1 irrationnel, et donc à la violence, pour pouvoir agir dans le monde. La raison pour laquelle on adopte souvent la règle de non-jugement dans les groupes de parole, c'est parce qu'on définit généralement le fait de juger comme une forme de violence. C'est notamment ce qu'on fait en communication non violente. On va associer les jugements au langage de la violence, le langage chacal. Le truc, c'est que c'est pas si facile de sortir du jugement et de toujours mobiliser système 2. En fait, c'est même très difficile, et notre cerveau, il est câblé pour être paresseux, et pour dépenser le moins d'énergie possible. La nature, elle a horreur de gaspiller de l'énergie. Krishnamurti, lui, il dit carrément que observer sans évaluer, c'est la plus haute forme d'intelligence humaine. Et quelque part, on pourrait dire que avoir les moyens d'observer sans évaluer, avoir les moyens d'aller au-delà de notre tendance naturelle à juger, et du coup d'aller dans la pensée complexe et nuancée, en fait c'est un privilège. Tout le monde n'a pas les conditions matérielles d'existence, ou une santé mentale, ou un niveau de sécurité qui permet de dépenser toute cette énergie. Et du coup, il pourra pas faire autrement que d'être dans le jugement à ce moment-là. C'est purement mécanique, quelque part. Et c'est pour ça que la règle de non-jugement, en pratique, c'est souvent inapplicable, parce que notre système nerveux, il est conçu pour juger. Et du coup, tout le monde juge.
Tout le monde juge tout le monde en permanence, de façon automatique. Mais la règle de non-jugement, en réalité, ça concerne pas ce qui se passe dans notre tête. Ça concerne plutôt ce qu'on exprime verbalement dans le groupe, à l'autre. Tout le monde juge, certes, mais ça veut pas dire qu'il soit bon pour autant d'exprimer à voix haute tous nos jugements, tout ce qui nous traverse, sans tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. Alors après, bien sûr, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des processus qui permettent d'aller au-delà du monde des jugements. D'ailleurs, je prévois d'aborder en détail plusieurs d'entre eux au fil des épisodes de ce podcast. L'un de mes processus préférés, c'est celui de la communication non violente, de Marshall Rosenberg, que j'appellerais la CNV. Et l'intention de la CNV, c'est d'accéder à un espace de conscience, qu'on appelle Ahimsa en sanskrit, c'est-à-dire un espace de non-violence. D'ailleurs, c'est de là que vient le terme communication non violente, ça vient de Ahimsa. C'est-à-dire un espace qui se veut au-delà du bien et du mal, où l'on peut rencontrer l'altérité. Et ce qu'on dit dans le milieu de la CNV, c'est que c'est simple à comprendre en théorie, mais pas facile à vivre en pratique, surtout dans des conditions difficiles. On ne peut pas pratiquer la CNV dans n'importe quelle circonstance. On dit souvent qu'il faut être en été, c'est-à-dire avoir l'énergie, le temps et l'envie d'entrer en relation. Si on ne remplit pas ces conditions, ce qui risque de se passer surtout, c'est que quand on communique sous stress avec une autre personne qui est également stressée, c'est que chacun va juger l'autre, mettre son attention essentiellement sur tout ce qui n'est pas OK dans la situation, et ressortir dans le meilleur des cas plus ou moins frustré de ces échanges. Et dans le pire des cas, l'escalade des tensions, elle pourra activer des mécanismes automatiques de survie, de fuite ou d'agressivité, et ça risquera de déboucher sur de la violence psychologique, voire physique. À ce stade, je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi pour dire que la violence, c'est souvent un peu de la merde, c'est une manière infra-optimale d'entrer en relation. Les conflits relationnels, souvent ça prend beaucoup d'énergie, c'est assez peu satisfaisant au final, et c'est pour ça qu'en CNV, on dit qu'on apprend à transformer la merde en compost, ou à transformer le plomb en or, comme j'en parlais dans mon article sur l'alchimie émotionnelle. Il s'agit donc en aucun cas de chercher à faire disparaître la violence, de censurer sa propre violence, ou celle des autres. Il va plutôt s'agir d'apprendre à utiliser les jugements comme un carburant, comme une source d'énergie, comme une occasion parmi d'autres de se relier à ce qui est vivant. Et ce, indépendamment de la forme que peut prendre ce qui est exprimé. En pratique, on parlera parfois de façon un peu bisounours de déballer des cadeaux qui ont été mal emballés, pour dire qu'on va aller chercher, avec nos capacités d'empathie, ce qu'il y a derrière la violence exprimée. Mais en réalité, c'est pas du tout un truc de bisounours, c'est une vraie compétence qui est extrêmement utile dans la vie quotidienne et dans toutes les sphères de la vie. C'est utile dans la relation à soi d'abord, parce qu'on va apprendre à traduire nos jugements, ce qu'on appelle l'auto-empathie, qui va permettre pour commencer de ne plus s'identifier à ces jugements, de ne plus se prendre pour ce juge intérieur qu'il peut y avoir en nous, ou sur notre épaule par exemple, et donc on va pouvoir aller identifier ce qu'il y a derrière ces jugements, que ce soit ceux qu'on a envers soi-même ou envers les autres. On va pouvoir se connecter à ses sentiments et à ses besoins derrière les jugements, ce qui nous aidera d'une part à mieux prendre soin de nous, en comprenant ce qui génère des tensions et comment les dénouer, et d'autre part, à mieux exprimer notre gratitude et notre amour aux personnes qui nous font du bien. Parce que les jugements positifs qui nous traversent, c'est aussi des jugements, c'est aussi des simplifications du réel et des heuristiques. Et du coup, apprendre à identifier ce qu'il y a derrière ces jugements positifs, ça peut vraiment aider à aller plus en profondeur en soi-même et permettre aux autres de nous y rejoindre. Dans la relation à l'autre, apprendre à traduire les jugements des autres, ce qu'on appelle l'écoute empathique ou mettre ses oreilles de girafe, ça va permettre de se connecter à ce qui est vivant chez l'autre, depuis un élan du cœur chez nous, et d'une part, ça va permettre de ne pas prendre personnellement comme une critique ou une attaque ce qu'il va exprimer, ces jugements parlant en réalité de ce qui se passe chez lui, en termes de sentiments et de besoins, mais ça va aussi souvent avoir pour effet que l'autre, il va se sentir rejoint, il va se sentir compris par nous, et souvent il va être soulagé de ça. Ça va contribuer à l'apaiser, et ça permettra de poser des bonnes bases pour pouvoir vivre avec lui de la connexion émotionnelle et de l'intimité. Aujourd'hui, par exemple, ça m'arrive parfois qu'un collègue m'explique qu'un patient est très en colère et qu'il souhaite que je le voie rapidement. Et quand on me dit ça, moi, je le vis comme une bonne nouvelle, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un patient qui a besoin d'empathie et qui est en demande d'empathie. Et vous savez quoi ? Il y a quasiment rien de plus facile
que d'apaiser une personne en colère qui a besoin d'empathie. Tout ce que j'ai à faire, c'est simplement de mettre mes oreilles de girafe, d'aller l'écouter, de reformuler ce qu'elle me dit, peu importe ce qu'elle me dit, de sorte à lui montrer que j'ai compris ce qu'elle était en train de vivre, j'ai compris de quoi elle avait besoin. La personne, elle peut m'insulter, elle peut être agressive, en fait ça change strictement rien. Il suffira qu'elle se sente réellement rejointe dans sa souffrance, de créer une connexion émotionnelle de qualité avec elle, pour qu'elle s'apaise vraiment en quelques minutes. C'est toujours ce qui se passe dans ces cas-là. C'est pour ça que je le prends comme une bonne nouvelle. C'est pas un truc effrayant, c'est réjouissant, parce que je vais pouvoir expérimenter un avant et un après radical, juste parce que j'aurais donné un peu d'empathie à la personne. En fait, il s'agit d'apprendre à se détendre avec les jugements, d'apprendre à ne plus avoir peur des jugements. C'est un peu comme en EMDR. Les formateurs, ils nous disent que en tant que thérapeute EMDR, c'est important qu'on apprenne à ne plus avoir peur des émotions de nos patients, parce qu'il y aura souvent des émotions fortes pendant les séances de désensibilisation, et que la sécurité du thérapeute, ce sera un peu une bouée à laquelle le patient pourra s'accrocher pour traverser et décharger les fardeaux émotionnels de son passé. En CNV, on dit que le chacal est un guide particulièrement fiable pour nous indiquer l'état des besoins d'une personne, et que plus le chacal s'exprime de façon intense, alors plus ce sera facile, en fait, d'aller se connecter aux besoins qui se trouvent derrière, à partir du moment où on a les moyens d'écouter, non pas ce que la personne dit avec les mots, mais ce que la personne vit au-delà des mots. C'est ce à quoi on va prêter attention quand on va écouter avec des oreilles de girafe, c'est-à-dire depuis un espace d'ouverture du cœur, d'ouverture à l'autre. Et quand on donne de l'empathie comme ça à quelqu'un, il ne s'agit pas de croire tout ce qu'elle dit, il ne s'agit pas de s'y soumettre ou de la valider dans toutes les histoires qu'elle se raconte. Il s'agit simplement d'être présent, d'être avec l'autre, et de le rejoindre dans ce qu'il vit, dans sa subjectivité, dans son humanité. C'est un peu comme le 5e accord Toltec de Don José Ruiz qui dit « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». La façon dont je le comprends, cet accord, c'est que quand on est présent avec l'autre, quand on écoute ce qui est vivant en lui, alors peu importe ce qu'il nous dit, peu importe qu'il nous dise la vérité, qu'il nous mente, qu'il se trompe ou qu'il ait raison, tant qu'on apprend à écouter ce qui est vivant derrière les mots, les sentiments et les besoins, alors on finira par trouver un chemin pour entrer en relation, pour se rencontrer, avec Rumi dans ce fameux jardin, au-delà du bien et du mal. En conclusion, ce qui va poser problème, en fait, c'est pas tant le fait de juger. Tout le monde juge tout le monde, en permanence. Et ça, c'est pas grave. Ce qui va poser problème, c'est la confusion entre nos jugements et le réel, de confondre nos heuristiques sur le monde et le monde lui-même, de confondre la carte et le territoire. Dans la relation à l'autre, le problème, ça va être de confondre l'image qu'on a de l'autre, que ce soit une image d'ennemi ou une image idéalisée, avec l'autre tel qu'il est vraiment. Alors, peut-être qu'il ne s'agit pas tant de chercher à observer sans évaluer, mais plutôt d'apprendre à observer ces évaluations, sans s'y identifier, sans fusionner avec les pensées qui nous traversent, et sans oublier que ces pensées sont une construction de notre esprit, un récit sur le monde, qui se fonde sur des données partielles, filtrées de façon arbitraire. Par exemple, si je commence à me raconter l'histoire que l'autre est dans le jugement avec moi, et que c'est pas ok, parce que c'est une forme de violence, que c'est pas très CNV, comme je l'entends parfois, c'est-à-dire que je fais du tone policing, que je juge l'autre sur la forme de ce qu'il dit, plutôt que de me relier sur le fond, quelque part, je lui reproche ce que je suis moi-même en train de faire en cet instant. Je suis en train d'utiliser une heuristique, par exemple, la violence c'est pas ok, ou une heuristique qui dit si l'autre me juge, c'est qu'il me respecte pas. Et quand je fais ça, au passage, je simplifie le réel, je prends pas en compte les sentiments et les besoins et la singularité de l'autre. Et je fais ça pour pouvoir réagir en dépensant moins d'énergie, me défendre de ce que j'interprète à ce moment-là comme une agression. Du coup, l'autre, je vais l'envoyer balader, ou je vais le culpabiliser. Ces conflits, basés sur une opposition symétrique, où chacun reproche à l'autre ce qu'il fait lui-même, c'est ce qu'on appelle une mimésis, ou une polarisation. Et évidemment, notre capacité à dénouer une polarisation, à sortir d'une mimésis, sera grandement conditionnée par nos ressources disponibles, si on est ou non en été, ce qui n'est pas toujours possible.
notamment si je me sens en danger. Si je me sens en danger avec l'autre, que ce soit lié au contexte présent ou à la réactivation d'un passé traumatique, alors je ne peux pas, par principe, donner d'empathie à l'autre. C'est un peu le proverbe d'Issa Padovani, qui dit qu'un ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille pour les demandes de l'autre. Mais les heuristiques, c'est pas uniquement une porte d'entrée vers la violence. Ça peut aussi permettre d'avoir des garde-fous très utiles en période de stress pour éviter ce type d'escalade. Moi, par exemple, une heuristique qui m'est personnellement très utile depuis des années pour sortir de ce type de projection que je peux faire sur l'autre, c'est de prendre le temps de vérifier dans quelle mesure, quand je m'apprête à reprocher quelque chose à l'autre, si c'est pas tout simplement le reflet de ce que j'ai avant tout du mal à regarder et à aimer chez moi. C'est le fameux proverbe de la paille et de la poutre, en fait. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler quand je ferai un épisode sur le thème de l'ombre de Carl Gustav Jung. D'ici là, si ça vous intéresse, je peux vous rediriger vers mon article sur le sujet, qui est assez court à lire. Et voilà pour ce premier épisode de MetaSelf. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à poser vos questions en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous et des autres, en allant là où c'est vivant.